Salut à tous, bienvenue sur Podcast Science, épisode numéro 43. Salut professeur Fun, Salut Mathieu. tout va bien? Ouais, tout va bien. La super forme et toi? Très bien, alors aujourd'hui on va parler du CERN parce qu'on a notre petite visite qui s'approche, c'est pas ce week-end mais le week-end prochain, le samedi 9. Et on Mhm. s'est dit que ce serait une bonne idée que c'était une bonne idée de faire un petit dossier sur le CERN pour en fait présenter un peu ce que c'était le CERN, quelle était son histoire, ses objectifs, quelles sont les expériences qu'on y fait. Quels sont les différents détecteurs qu'on y trouve, les moyens financiers, enfin plein de choses autour du CERN. Et je crois que tu nous as préparé un petit dossier là-dessus. Yep, j'ai préparé un petit dossier, mais je vais avoir besoin de ton aide parce qu'on va quand même parler de physique des particules. C'est quand même plutôt ton rayon. Donc, t'interviens quand tu veux pendant le dossier pour nous expliquer ce que c'est que des bosons, des hadrons, tous ces trucs un peu bizarres. Parce que le dossier relève un petit peu de la science-fiction quand même, hein. Alors bon, peut-être une petite digression avant d'attaquer. Moi, avant de me demander ce qu'est le CERN et à quoi ça sert, je me suis demandé qui en avait eu l'idée. En faisant le podcast, on se casse le nez sur des personnages plus improbables les uns que les autres, mais alors dans le genre, je pense qu'on sera pas déçu avec celui-ci. Cher poditeur, j'ai le plaisir de vous présenter quelqu'un de haut en couleur que j'affectionne tout particulièrement, Monsieur le Duc de Broglie. Ça s'écrit de Broglie, hein, il y a une subtilité, mais ça se prononce de Broglie. Alors, licencié en lettres à l'âge de 18 ans, il se dit qu'une petite licence en sciences lui ferait pas de mal non plus, et hop, il la passe en 2 ans, avant de faire son service militaire en 1913, et pas de bol d'être mobilisé entre 1914 et 1918 pour cause de guerre mondiale. Le site de l'Académie française nous apprend qu'il a passé les 4 ans de la Première Guerre mondiale sur la Tour Eiffel à tenter de décrypter les messages allemands. Après la guerre, son frère l'initie à la physique et ça lui plaît bien. Et voici ce que Wikipédia nous dit de la suite de ses aventures. Si on se réfère à la biographie de Nobel, c'est à 32 ans, en 1924, 6 ans après la fin de la Première Guerre mondiale, que Louis de Broglie soutient une thèse de doctorat purement théorique. 4 ans plus tard, cette thèse lui vaudra d'être nommé maître de conférence à la faculté de sciences de l'Université de Paris et 1 an plus tard, en 1929, elle lui vaudra le prix Nobel de physique pour sa découverte de la nature ondulatoire de l'électron. Sa thèse théorique ayant été totalement confirmée par 2 expérimentateurs américains, Davison et Germer, qui ont observé la première diffraction d'électrons par un cristal. Mhm. Le type avait une licence en lettres quand même au Ouais, il départ, faut hein. le faire. Ouais, une intelligence hors du commun, monsieur le Duc, hein, un authentique génie. Membre de l'Académie des sciences, de l'Académie française, de la Royal Society, il a reçu de nombreuses récompenses, dont le prix Kalinga décerné en 1952 par l'UNESCO pour sa capacité à communiquer le savoir scientifique. En plus de ça, à partir du marché, c'était un bon vulgarisateur. Enfin, on va reprendre un peu le fil de notre histoire. Donc en 1949, euh, un peu après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, alors que la recherche scientifique est quasi morte en Europe et que la physique nucléaire est considérée comme extrêmement suspecte par les différents États, notre ami Louis de Broglie lance l'idée, lors de la conférence européenne de la culture tenue à Lausanne en 1949, de créer un laboratoire scientifique partagé par tous les pays d'Europe. Alors, il a manifestement fait le bon discours au bon moment avec les bons arguments parce qu'il a été entendu. Le Conseil européen de recherche nucléaire, acronyme CERN, fut créé en 1952 par 11 pays européens avec le soutien de l'UNESCO. Alors, on va regarder un petit peu l'histoire du CERN, de sa création à aujourd'hui. Donc, au départ, c'était juste un conseil, hein. Le conseil en question a décidé d'implanter le site de ce que serait le futur CERN en Suisse, plus précisément à Meyrin, juste à côté de Genève, sur la frontière franco-suisse. Le canton de Genève a accepté le projet par référendum en 1953. Et les premiers travaux pour la construction du laboratoire et de son accélérateur ont pu commencer au mois de mai 1954. Fin septembre 1954, la convention du CERN est ratifiée par 12 États européens fondateurs. Donc à l'époque, c'était la Belgique, le Danemark, la France, la Grèce, l'Italie, la Norvège, les Pays-Bas, la République fédérale d'Allemagne, le Royaume-Uni, la Suède, la Suisse et la Yougoslavie. Le CERN est officiellement créé. À partir de là, il s'appelle Organisation européenne pour la recherche nucléaire. Le comité provisoire initial a été dissous, mais l'acronyme CERN, qui était quand même plus sexy que OERN, ou je ne sais pas comment on aurait pu prononcer un truc pareil, a été conservé.
Bon, accessoirement, en parlant du nom, si l'organisation devait être renommée aujourd'hui, on l'appellerait probablement Laboratoire européen pour la physique des particules, parce qu'on s'intéresse plus tellement aux noyaux, nucléus, nucléaire, mais aux particules élémentaires qui le constituent. Donc, à partir de là, tout va très vite. En 1957 déjà, le premier accélérateur est mis en service et c'est un synchrocyclotron. Ah là, Mathieu, on va avoir besoin de tes lumières. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que cette bête? Bon, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que au départ, le premier accélérateur de particules s'appelait cyclotron. D'accord. Et le D'accord. cyclotron, c'est un type d'accélérateur de particules circulaire inventé par Ernest Orlando Lawrence en 1931. Et dans un cyclotron, les particules placées dans un champ magnétique suivent une trajectoire en forme de spirale et sont accélérées par un champ électrique alternatif à des énergies de quelques méga-électronvolts, jusqu'à une D'accord. trentaine de méga-électronvolts, donc quelques dizaines de méga-électronvolts. Et ce qui se passe, c'est qu'au fur et à mesure de l'évolution, on a commencé à construire des accélérateurs un peu plus performants, et il y a d'autres types d'accélérateurs circulaires qui ont vu le jour, d'inventions plus récentes, et qui permettent d'atteindre des énergies supérieures. Alors, ensuite est apparu le synchrocyclotron, donc c'est celui dont tu as parlé, qui permet d'atteindre des énergies de centaines de mégaélectronvolts. Et le LHC, lui, il a un accélérateur encore plus moderne qu'on appelle le synchrotron, qui lui permet d'atteindre des millions de mégaélectronvolts, c'est-à-dire des téraélectronvolts. D'accord. Donc il y a eu trois évolutions de ces accélérateurs. D'abord le cyclotron, quelques dizaines de mégaélectronvolts. Ensuite le synchrocyclotron, quelques centaines de mégaélectronvolts. Puis le synchrotron actuel de plusieurs millions de mégaélectronvolts. Parfait. Ok. Donc là, on était en 1957 encore, c'était un synchrocyclotron. Donc, qui était déjà moderne pour l'époque, hein. Et 2 ans plus tard, en 1959, le premier synchrocyclotron, toujours, mais à protons cette fois, est mis en service. Et lui avait une énergie de faisceau de 28 gigaélectronvolts et s'appelait le PS pour synchrocyclotron à protons. Et le PS, à l'époque, est l'accélérateur le plus puissant au monde, bon, pendant quelques mois seulement. Mais il a permis de réellement faire décoller le programme de physique de particules du CERN. Et depuis lors, la puissance initiale de ces faisceaux a été multipliée par 1000 et le PS, et il faut savoir qu'il est toujours en service aujourd'hui, même s'il date de 1959. Mais bon, dans les années 60, la recherche en physique des particules n'était pas super efficace. C'est-à-dire, si on se met en situation, les chercheurs doivent examiner à l'œil nu des millions de photographies prises dans des chambres à bulles ou à étincelles. Oula, à Alors, l'œil nu des photographies de chocs de ouais, particules, ouais, c'est pas mal. ah, ça, c'est de la folie. Alors, c'est Georges Charpak qui a révolutionné tout ça en 1968 en inventant une nouvelle méthode de détection qui s'appelle la chambre proportionnelle multifile, pour laquelle d'ailleurs il recevra le prix Nobel en 1992-1992, donc un sacré moment plus tard. Alors à l'époque, cette technologie reliée à un ordinateur augmente le taux de comptage par 1000. Donc c'est le moment où le CERN sort de l'ère manuelle et entre dans l'ère de l'électronique. C'est ça que je trouve vraiment fascinant avec le CERN, en fait, c'est qu'ils étaient en avance sur tout, quoi. Et ils le sont toujours, hein. Ils doivent sans arrêt inventer des technologies qui n'existent pas encore, s'appuyer sur, enfin voilà, inventer les technologies au fur et à mesure qu'ils en ont besoin. Bah là, c'était déjà le cas. L'informatique courait pas les rues dans les années 60. Eux en étaient équipés. En 1971-71, palaboum, les ISR, ou anneaux de stockage à intersection, produisant les premières collisions proton-proton au monde, sont mis en service. Alors pourquoi est-ce que c'est important? Voilà ce que nous dit le site du CERN. Lorsque des particules à haute énergie sont accélérées et percutent une cible fixe, ce qui était le cas jusque-là, la plupart de l'énergie utile est absorbée par le recul de la cible. C'est comme quand on tire au pistolet, en fait, le recul, c'est ce qu'on se prend, la secousse qu'on se prend dans le Ou coude. dans la figure, des fois. Ouais, suivant comment on tire la bête. Et donc, seule une fraction de l'énergie alimente la collision.
Dans les années 50, les physiciens comprennent que si deux faisceaux de particules pouvaient être envoyés l'un contre l'autre, aucune énergie de recul ne serait gaspillée, ce qui permettrait une utilisation beaucoup plus efficace de l'énergie lors des collisions. Donc, le 27 janvier 1971, grande année, les ISR produisent la première collision proton-proton du monde, fournissant au CERN un précieux savoir-faire pour ses projets ultérieurs de collisionneurs. Et avec la construction des ISR, le CERN devient aussi international sur le terrain que sur le papier parce que les anneaux sont construits en France, cette fois sur un terrain jouxtant le site d'origine de Meyrin en Suisse. Après ça, on a les courants neutres qui sont découverts en 1973, qui lèvent le voile sur les mystères du fonctionnement de l'interaction faible, l'une des 4 forces fondamentales de l'univers, responsable de la radioactivité naturelle. Je vais peut-être dire quelques mots sur ces forces fondamentales, rappeler un peu ce que c'est. C'est une excellente idée. On en avait déjà parlé dans un ou deux dossiers que j'avais fait, mais bon, c'est toujours bien de rappeler. Alors, il y a 4 interactions élémentaires qui sont responsables de tous les phénomènes physiques observés dans l'univers, et chacune se manifestant par une force dite force fondamentale. Alors de ces 4 interactions élémentaires, on a l'interaction nucléaire forte, qui maintient ensemble les particules, plus précisément le noyau de l'atome, c'est-à-dire les protons et les neutrons. Si les atomes ne se désintègrent pas, c'est justement grâce à cette interaction nucléaire forte. Et le vecteur de cette force, c'est le gluon. On va peut-être en reparler un petit peu plus tard. D'accord. L'interaction, on a une deuxième interaction élémentaire qui est l'interaction électromagnétique, qui elle est responsable de la plupart des phénomènes quotidiens. Donc, on la retrouve dans le phénomène de la lumière, l'électricité, le magnétisme, dans toutes les interactions chimiques. Et le vecteur de cette force, c'est le photon. On a l'interaction nucléaire faible, qui est la 3e interaction élémentaire fondamentale. Elle est responsable, elle, de la radioactivité bêta et joue un rôle dans la fusion nucléaire. Les vecteurs de cette force sont les bosons Z et W, découverts au CERN, justement. On aura l'occasion de revenir sur ce que sont ces bosons. Et la 4e interaction fondamentale, c'est la gravitation. C'est la plus faible de ces 4 interactions. Et c'est le phénomène d'interaction physique qui cause l'attraction réciproque des corps massifs entre eux, sous l'effet de leur masse. Il s'observe au quotidien en raison de l'attraction terrestre qui nous retient au sol, donc on peut le voir ça tous les jours. Et la gravité est responsable de plusieurs manifestations naturelles, entre autres les marées, l'orbite des planètes autour du Soleil, la sphéricité de la plupart des corps célestes, en sont quelques exemples. Et d'une manière plus générale, la structure à grande échelle de l'univers est déterminée par la gravitation. Et le vecteur de cette force est encore inconnu à ce jour. On soupçonne qu'il y a une particule qui s'appelle le graviton, mais on la cherche encore. Et d'ailleurs, on espère que le CERN va la trouver dans ses expériences. Donc voilà, 4 forces fondamentales: interaction forte, interaction faible, interaction électromagnétique et gravitation. Ok, donc là, pour reprendre le fil de notre histoire, on était en 1973, 73, on a découvert les courants neutres, donc justement qui lèvent le voile sur les mystères de l'interaction faible. Mais par contre, il faudra encore 10 ans avant de confirmer l'existence des bosons W et Z dont tu viens de parler, en 1983, grâce notamment à un formidable outil mis en service dans l'intervalle en 1976, le SPS, ou Super Synchrotron à protons. Ça, c'était le premier anneau géant du CERN, 7 km. Il passait sous la frontière franco-suisse, enfin il passe toujours d'ailleurs, et la découverte des particules W et Z a été réalisée en exploitant le SPS en mode collisionneur, c'est-à-dire en faisant entrer en collision frontale des faisceaux de protons et d'antiprotons. Alors, antiprotons, tu nous en dis peut-être un mot ? Oui, alors les antiprotons sont liés à ce qu'on appelle l'antimatière. J'en avais aussi parlé dans le dossier sur la matière noire, si je ne me trompe pas. L'antimatière, c'est l'opposé de la matière. C'est-à-dire, c'est l'ensemble de ce qu'on appelle les antiparticules, des particules classiques qui composent la matière habituelle. Donc, par matière, on entend toute la matière dont est faite la planète et les étoiles qu'on connaît dans l'univers. Et l'opposition entre antimatière et matière se fait au niveau des charges. Alors par exemple, la matière comprend les protons qui sont positifs et les électrons qui sont négatifs. L'antimatière, elle, comprend des antiprotons
qui sont négatifs et des anti-électrons qui sont positifs. Et les anti-électrons, on les appelle aussi les positrons. Donc la charge est inversée. Ce qui n'empêche pas l'existence aussi de particules d'antimatière de charge nulle. Par exemple, les antineutrons. Parce qu'on sait que le neutron en soi a une charge nulle, mais il existe aussi des antineutrons de charge nulle. Donc il existe pour chaque particule une antiparticule correspondante. Et une particule et son antiparticule, ce qui se passe, c'est qu'elles s'annihilent mutuellement lorsqu'elles rentrent en contact. Elles sont alors intégralement converties en énergie. Et l'antimatière a été imaginée quand Paul Dirac a écrit l'équation portant son nom. Et cette antimatière n'existe qu'en quantité infime dans l'univers. Donc soit dans les rayons cosmiques, on peut aussi la produire en laboratoire. Je crois que le CERN a déjà produit des antiatomes d'hydrogène. Et les travaux sur l'antimatière consistent en grande partie à expliquer pourquoi cette rareté, alors que nécessairement, selon la théorie du Big Bang, la matière et l'antimatière auraient été présentes en quantité égale à l'origine de l'univers. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on constate actuellement qu'il y a un déficit d'antimatière dans l'univers. On ne comprend pas pourquoi. Et donc, voilà pour l'antimatière. Donc, tu parlais d'un antiproton, et un antiproton, c'est un proton de charge négative. Ok, magnifique, merci. Donc en 1983, là on fait un petit saut de 10 ans. Premier coup de pioche d'un chantier complètement invraisemblable. Le plus grand accélérateur d'électrons et de positons ou positrons du monde. D'une circonférence de 27 km, c'est le LEP, pour Large Electron Positron Collider. Il sera mis en service 6 ans plus tard, en 1989. Et durant ces 11 années de service, le LEP aura permis entre autres de démontrer qu'il n'existe que 3 et seulement 3 familles de particules auxquelles personne, à ma connaissance, n'a songé à donner de nom, malheureusement, ce qui les rend pas particulièrement simples à comprendre. Bon, tu nous expliqueras, je pense, tu vas nous expliquer un peu ce qu'est le modèle standard. D'accord. Hein? Je te l'explique maintenant ou tu veux continuer ? Ouais, alors en fait, ce que je voulais dire, c'est que pour faire simple, on va dire que ça a permis d'établir que le modèle standard est justement composé de 3 familles de 4 particules chacune. Mais pour le détail, je crois que je te laisse faire. Oui, alors je vais peut-être d'abord parler du modèle standard et après je vais revenir sur ces différents types de particules. Alors, le modèle standard de la physique des particules, qu'on a l'habitude d'abréger modèle standard, tout simplement, c'est la théorie actuelle qui permet d'expliquer tous les phénomènes observables à l'échelle des particules. Et le modèle standard englobe toutes les particules connues ainsi que les 3 interactions ou forces ayant un effet à l'échelle des particules, c'est-à-dire c'est l'interaction électromagnétique, l'interaction forte et l'interaction faible. Là, on ne parle pas de gravitation, parce qu'elle est trop faible pour avoir une influence sur les particules, la gravitation. Et le modèle standard permet d'expliquer tous les phénomènes naturels, donc comme j'ai dit, sauf la gravitation, qui pour l'instant résiste aux théoriciens pour une théorie quantique, donc théorie de l'infiniment petit. Et le modèle standard est une théorie à la fois quantique, donc qui s'intéresse à l'infiniment petit, et relativiste, c'est-à-dire qui s'intéresse à l'infiniment grand, au mouvement des astres dans l'univers. Et la théorie est bâtie sur le triptyque particule, force, médiateur, c'est-à-dire qu'elle distingue des familles de particules par les forces auxquelles elles sont sensibles. Et chaque force s'exerçant au moyen de médiateurs échangés par les particules qui y sont soumises. Bon, ça peut paraître un peu compliqué comme ça, mais je vais peut-être dire 2 mots sur les différents types de particules. Et peut-être, on va peut-être le répéter 2-3 fois durant le dossier pour bien se mettre ça dans la tête, parce qu'il y a beaucoup de particules qui sont classées en différentes familles et on a vite tendance à tout mélanger. Ouais, si tu arrives à faire entrer tout ça dans ma tête en un seul dossier, t'es fort, Mathieu. Respect. Alors, quand on parle de particules fondamentales, on a 2 grandes familles. On a la première grande famille qu'on appelle les bosons et la deuxième grande famille qu'on appelle les fermions. D'accord ? Alors les bosons, ce sont des particules qui véhiculent les 4 grandes forces fondamentales. C'est-à-dire ce sont des particules comme le photon qui véhicule la force électromagnétique, le gluon pour l'interaction forte. Les gluons confinent les quarks ensemble en les liant très fortement. Ils permettent ainsi l'existence de protons et de neutrons. On a
comme autre type de bosons les bosons Z et W, qui sont les véhicules de l'interaction faible, et on est à la recherche du graviton, toujours pas découvert, qui serait le vecteur de la force de gravitation. Et on espère que le LHC puisse découvrir ce graviton. Donc, les bosons sont constitués des particules qui véhiculent les 4 grandes forces fondamentales. Photons, gluons, bosons Z et W, et éventuellement le graviton si on arrive à le découvrir un jour. Ok, ça c'est pour les bosons. Tu as dit qu'il y avait 2 familles. Voilà, alors ça c'est la première grande famille, les bosons. La deuxième grande famille, ce sont les fermions. Or, eux, les fermions réunissent les particules qui sont les constituants élémentaires de la matière et qui se décomposent en 2 groupes. Alors, dans les fermions, on a 2 sous-groupes de particules. Le premier, ce sont les quarks, et on a 6 types de quarks différents. Alors, on ne va pas les détailler ici, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 6 types de quarks différents découverts jusqu'à ce jour, mais c'est très possible qu'on en découvre encore d'autres. Alors ça, c'est la première sous-famille des fermions. Et la deuxième sous-famille des fermions, ce sont les leptons. Alors dans les leptons, on trouve comme particule l'électron, on trouve une particule qui s'appelle le muon, une autre le tauon, et une quatrième qui est le neutrino. Le neutrino, peut-être on en reparlera un petit peu plus tard. Et le terme de lepton provient du mot grec léger, et il se réfère à la faible masse du premier lepton découvert, qui a été l'électron, qui est beaucoup plus léger par rapport au nucléon, c'est-à-dire aux protons et aux neutrons. Alors, voilà pour ces particules. Donc, je répète, en gros, on a 2 grandes familles bosons-fermions. Chez les bosons, on a le photon, le gluon, les bosons Z et W et le graviton. Et chez les fermions, on a une famille qui sont les quarks, 6 types de quarks, et les leptons, électrons, muons, tauons, neutrinos. Ok. D'accord ? Alors, ça marche. Ouais, je retiens pour maintenant, mais tu me reposes la question dans 5 minutes. Tu vas sûrement me la reposer d'ailleurs. Bon, on verra. Ça finira par rentrer. Ok, donc pour en revenir à notre LEP, c'est également lui qui aura permis justement de déterminer la masse des bosons W et Z. Donc on avait supputé leur existence, on a réussi à les découvrir en 1973 et en 1983. Enfin, grâce au LEP qu'on a créé en 1983, qu'on a démarré en 1989, on a permis de déterminer leur masse. Donc on sait tout en fait sur les bosons W et Z. Donc, juste une chose, tu avais dit qu'il y avait justement 3 familles de 4 particules. Donc, ces 3 familles, c'est justement, la première famille, c'est les bosons, et la deuxième, les leptons, et la troisième, les quarks. D'accord. Donc, quand j'ai dit qu'on leur a pas donné de nom, en fait, j'ai dit une bêtise. Probablement. Voilà. C'est tout moi. Bon, bref, on va reprendre le fil de notre histoire. Donc, fin 2000, on décide de tout casser et de recommencer. Donc cette fois, il faudra 8 ans pour transformer le LEP en LHC, le fameux grand collisionneur de hadrons. Alors, on ouvre une petite parenthèse là. Voilà, de nouveau petite parenthèse sur ce que c'est un hadron. Alors, en physique des particules, un hadron est une particule composite formée de quarks. Donc les quarks, ce sont des fermions, comme on l'a dit avant, liés ensemble par l'interaction forte. Et les hadrons sont classés, eux, aussi en 2 familles. On a les baryons, qui sont composés de 3 quarks, et les mésons, qui sont composés d'un quark et d'un antiquark. Et les baryons les plus connus sont les protons et les neutrons, qui composent le noyau de l'atome. Et les mésons les plus célèbres sont le pion et le kaon, qui furent découverts pendant des expériences sur les rayons cosmiques à la fin des années 40 et au début des années 50. Mais ceci dit, ce ne sont pas les seuls hadrons. Il y en a d'autres que je n'ai pas cités, on continue d'en découvrir au fil des jours. Donc hadrons, finalement, globalement, il y a 2 types de hadrons, baryons et mésons, et chez les baryons, on a les protons et les neutrons, et chez les mésons, on a le pion et le kaon. D'accord. Pion et kaon, voilà, tu dis. Ceux-là, je ne m'en rappellerai jamais, c'est même pas la peine que je les note. Ok, donc bref, nous on le connaît mieux sous le nom de LHC, donc le fameux grand collisionneur de hadrons. Et le tunnel circulaire de 27 km, d'une profondeur moyenne de 100 mètres, c'est-à-dire entre 50 et 175, 175 mètres selon les endroits, est désormais doté de 1746 électroaimants supraconducteurs pour contrôler la trajectoire des protons sur cette piste de course. Alors, on ne va pas reparler de la supraconductivité, on a fait un sujet dessus il n'y a pas longtemps. Mais on va quand même se rappeler que la température doit être abaissée dans le tunnel à quelques moins 271,3 degrés Celsius,
271,3 degrés Celsius, pas très loin du zéro absolu, pour que ça puisse fonctionner. Et on espère du LHC qu'il répondra aux questions encore grandes ouvertes telles que qu'est-ce que la masse, justement? Qu'est-ce que la matière noire? Qu'est-ce que l'énergie sombre? Pourquoi la matière a-t-elle pris le dessus sur l'antimatière? À quoi ressemblait l'univers au moment du Big Bang? Ou encore, y a-t-il vraiment d'autres dimensions? En fait, c'est tous les sujets qui t'intéressent, Mathieu. Ouais, tout à fait. C'est pour ça qu'on va y aller aussi. Moi, je me réjouis beaucoup. Mais j'ai peur de pas avoir toutes les réponses encore, parce que même les physiciens, justement, c'est les grandes questions qui se posent. Ah bah ouais, on cherche encore, on cherche. Donc, en ce moment, depuis un peu plus d'une année, les faisceaux sont propulsés à une puissance de 7 téraélectronvolts. Donc, en anglais, c'est 7 trillions d'électronvolts, ce qui correspond à la puissance phénoménale de 7000 milliards d'électronvolts. Pour info, le Tevatron à Chicago, qui était l'accélérateur le plus puissant au monde jusqu'à l'arrivée du LHC, ne plafonne quant à lui qu'à 2 téraélectronvolts. Et de nombreux physiciens ont postulé que 7 téraélectronvolts, je crois que je veux dire TeV, hein, c'est comme ça qu'on dit, TeV, TeV? Je crois, oui. D'accord. Donc, on postulait que la valeur de 7 TeV correspondrait au seuil à partir duquel on devrait pouvoir détecter les particules exotiques. D'autres estiment que ce seuil se situe plutôt autour de 14 TeV, rythme de croisière que le LHC devrait allègrement atteindre dès l'année prochaine. Le problème, c'est qu'il y a déjà tant de données produites et qu'elles prennent tellement de temps à interpréter que si ça se trouve, on a déjà produit tout plein de bosons de Higgs, mais qu'on ne le sait pas encore. Maintenant, il va falloir qu'on décrypte un peu toute l'information. D'ailleurs, il faudrait déjà expliquer ce que c'est le boson de Higgs aussi, non? Alors, explique-nous ce que c'est que le boson de Higgs. Le boson de Higgs, c'est une particule qui expliquerait l'origine de la masse. Parce qu'en fait, on ne comprend pas d'où vient la masse de la matière et des particules. Donc il s'agit d'une particule qui permet d'expliquer pourquoi certaines particules ont une masse, pourquoi d'autres, comme le photon par exemple, n'en ont pas. Donc en gros, il permet d'expliquer d'où vient la masse de la matière. Et on n'a pas encore découvert ce boson de Higgs, mais il y a le physicien Peter Higgs qui a postulé son existence en 1964. Et on espère que le LHC puisse l'observer lors d'une de ces collisions qui s'effectuent dans cet accélérateur. Ok, donc ça c'est le fameux boson de Higgs, dont on a beaucoup parlé à l'occasion il y a quelques années de la sortie d'un livre de Dan Brown, je ne sais plus lequel c'était le Da Vinci Code? Non, c'était l'autre, Angers Démon, voilà, qui avait été surnommé Particule de Dieu par l'auteur, et puis du coup ça a frappé les esprits. C'est donc bel et bien le boson de Higgs. Ouais, c'est vrai qu'on l'appelle aussi particule de Dieu, mais peut-être c'est pas le meilleur terme trouvé, parce que ça fait des références un peu religieuses plus qu'autre chose, mais bon. Ouais. Bon, alors on va revenir à notre petite histoire chronologique de ce qui se passe au CERN. Donc, dans l'intervalle entre les débuts du LEP et les débuts du LHC, la paperasse était devenue un véritable cauchemar. Et en 1990, un physicien du CERN, Tim Berners-Lee, a vite inventé le web entre deux projets pour régler le problème. Donc l'Internet existait déjà, mais la contribution du CERN, pour faire court, ça a été le protocole HTTP, donc les adresses web, ainsi que le langage HTML. Et le tout premier serveur web et le tout premier site, http://info.cern.ch, était donc hébergé au CERN. C'était le premier site web au monde. On a retrouvé le premier commentaire du chef de Tim Berners-Lee. C'est une annotation manuscrite sur sa proposition originale en mars 89, où il a écrit « vague but exciting ». Je trouve ça absolument génial. Donc vague mais excitant. Ouais. C'était l'idée du web. Ça lui paraissait comme ça, un peu flou, mais plutôt cool, quoi. Bref, en tout cas, ça lui a permis de continuer son projet, de le mener à bien, puis on connaît le résultat aujourd'hui. D'ailleurs, pour la petite histoire, j'aime bien ce genre de petites anecdotes. Interrogé en 1996-96 à Paris sur le choix du nom World Wide Web, Sir Tim a répondu avec un humour tout britannique que c'était l'expression la moins traduisible en français. C'est pour ça qu'il l'a choisi. Vrai que je me suis toujours posé la question où ils ont été chercher ce terme de World Wide Web. C'est vrai que c'est assez imprononçable en français. Ouais.
Alors voilà, et puis pour reprendre un peu sur le versant politique du CERN, donc depuis le commencement, la Yougoslavie, qui était un des membres fondateurs, a quitté le projet en 1961, mais par contre de nombreux autres pays ont rejoint le projet. L'Autriche en 1959, l'Espagne de 61 à 69, alors ça c'est assez intéressant, et puis l'a quitté avant de revenir en 83. Le Portugal en 85, la Finlande et la Pologne en 91, 91, la Hongrie en 92. Tiens, je crois que j'ai tellement de chiffres en 70 et en 90 dans ce dossier que je crois que je vais assumer ma suicitude pour une Ouais, fois. vas-y, On va s'en vas-y. tenir à des 70 et des 90. Hein. Puis les Français apprendront le bon français comme ça. Allez, la République tchèque et la République slovaque en 1993 et finalement la Bulgarie en 1999. Pour le moment, il y a la Roumanie qui est actuellement candidate à l'adhésion. Et de nombreux pays ont un statut d'observateur, ce qui leur permet d'assister aux réunions du Conseil et d'être tenus informés, mais sans pouvoir prendre de décision. Donc dans ces pays-là, il y a la Commission européenne, l'Inde, Israël, le Japon, la Fédération de Russie, la Turquie, l'UNESCO, qui n'est pas exactement un pays, et les États-Unis d'Amérique. Et enfin, certains Ah, États attends, non ah ouais, membres. donc les États-Unis ne sont pas partie prenante directe dans le CERN. Non, Ouais, non, ouais. non. Alors, ils sont informés de toutes les décisions, ils savent ce qui est décidé, ils connaissent la stratégie, ils savent où ça va, mais par contre, effectivement, ils n'ont pas de pouvoir de décision. Ouais, d'ailleurs, ils ont leur propre accélérateur eux aussi, les Américains, qui s'appelle. Mince, j'ai un blanc maintenant. Ouais, il y en a plusieurs, mais enfin, le plus important, c'est le Ouais, le Tevatron à Tevatron, ouais, que t'as dit Chicago, avant, ouais. ouais. Mais qui va être désactivé à la fin de Ouais, l'année, hein, c'est attention. celui-là qui va être désactivé, c'est le Tevatron. Ouais, 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 d'accord. ouais. Donc voilà, il y aura plus de gros accélérateurs de particules aux États-Unis à partir de là. Et puis, bah, il y a certains États non membres qui prennent carrément part aux expériences, notamment l'Afrique du Sud, l'Algérie, l'Argentine, l'Arménie, l'Australie, l'Azerbaïdjan, le Bélarus, le Brésil, le Canada. Enfin, je ne vais pas tous les énumérer, mais c'est vraiment un melting pot absolument incroyable. Et puis, on ne peut pas conclure sur cette petite histoire du CERN sans parler de ces 5 prix Nobel, ce qui est tout de même pas mal pour une seule et unique organisation, même sur un espace de 50 ans. Ouais. Fait un tous les 10 ans. Exactement. Alors, quelques chiffres impressionnants. Bon, il n'y a que des chiffres impressionnants quand on parle du CERN, mais enfin, ceux-là m'ont spécialement parlé. Euh, on trouve en fait la moitié des physiciens du globe sur le site du CERN. Donc déjà au niveau de son personnel fixe, le CERN emploie 2400 personnes environ, ce qui est déjà pas mal, hein, c'est un Mm. gros employeur dans la région. Et le personnel scientifique et technique du laboratoire donc, conçoit et construit les accélérateurs de particules et assure leur bon fonctionnement, et contribue également à la préparation et à la mise en œuvre des expériences scientifiques complexes et à l'analyse et à l'interprétation des résultats. Mais le gros des troupes, évidemment, c'est les scientifiques visiteurs, soit environ 10 000 chercheurs sur place simultanément, en permanence. Donc ça représente effectivement la moitié des physiciens des particules du monde, issus de 608 universités et de 113 nationalités. Et pour communiquer entre eux, ben, tous ces gens doivent pratiquer au moins l'anglais ou le français, les deux langues officielles du CERN. Mm. Voilà, on va faire un petit focus sur le LHC. Donc le LHC, qui n'est pas l'unique accélérateur de particules du CERN, mais c'est le plus récent et de loin le plus grand. C'est même le plus grand au monde, comme on vient de le dire. Il fait 27 km de long et sa fabrication a coûté quelques 10 milliards de francs suisses. Donc au cours du jour, ça fait 8,28 milliards d'euros. Mais bon, ça c'est parce que le franc suisse est très fort en ce moment. En principe, ça fait un peu moins. On parle de 9 millions de dollars. C'est l'expérience scientifique la plus chère à ce jour. Et contrairement au LEP qui utilisait des électrons et des positons ou positrons à l'intérieur, donc pour ces expériences, à l'intérieur du LHC, ce sont deux faisceaux de protons, donc ce sont des particules de la famille des hadrons, qui sont propulsés l'un contre l'autre à une vitesse proche de la vitesse de la lumière. Et à chaque collision, ce sont quelques 100 milliards de particules qui se rencontrent. Et au point précis de cette rencontre, de nouvelles particules sont formées, diffusées dans toutes les directions autour du point d'impact. Mais la difficulté, c'est que sur les milliards de particules impliquées, ben, seules 20 collisions proton-proton ont lieu.
L'un des pontes d'ailleurs de la recherche au CERN, le professeur Brian Foster, explique le concept de la manière suivante, je trouve ça assez parlant, il dit: les collisions de protons sont un peu crades. C'est comme de lancer deux oranges l'une contre l'autre à 70 km/h en espérant que les pépins entrent en collision. Parfois c'est le cas, mais en général on a juste une grosse douche de jus d'orange. Donc, dans sa métaphore, évidemment, les pépins sont le trio de quarks qui constituent un proton et qui génèrent les collisions les plus intéressantes. Et typiquement, seul un quark dans chaque proton va taper un autre quark dans le proton d'en face, et les quatre autres vont se manquer. Donc la métaphore de l'orange s'arrête là, évidemment, car au sein du LHC, pour optimiser les chances de collision, les faisceaux se croisent environ 40 millions de fois par seconde. Oula. Ouais, on imagine le même truc avec des oranges, ça serait un peu calamiteux. Et ces collisions ont lieu à 4 points précis, et c'est là qu'on a construit les détecteurs. Alors, on va parler un petit peu des détecteurs. Euh, on va commencer par le détecteur Atlas, qui est un détecteur généraliste. Il a été conçu pour explorer la nature de la matière et les forces fondamentales qui régissent notre univers au sein de collisions de protons propulsés à des énergies extraordinairement élevées. Atlas est l'un des plus formidables efforts collaboratifs jamais mis en œuvre en physique. Quelques 2900 physiciens participent aux recherches issues de 170 universités et laboratoires de 37 pays. Et Atlas donc cherche entre autres le boson de Higgs, la fameuse particule de Dieu qu'on a évoquée il y a 5 minutes, mais pas seulement, également la matière noire, la supersymétrie et tout ce que la théorie n'a pas encore anticipé. Alors, supersymétrie. Et matière noire, peut-être. Matière noire, bon, j'avais fait un dossier là-dessus, mais peut-être juste résumer ça rapidement. Donc, en astrophysique, la matière noire, qu'on appelle aussi matière sombre, c'est la traduction de l'anglais dark matter, désigne une catégorie de matière hypothétique, jusqu'à présent non détectée, et qui est invoquée pour rendre compte d'observations, notamment des estimations de masse des galaxies, des amas de galaxies et les propriétés des fluctuations du fond cosmologique. Juste pour rappeler, ça avait été mis en évidence par une astrophysicienne, Vera Rubin, qui avait remarqué que les étoiles qui tournent sur les bords d'une galaxie tournaient beaucoup trop vite en rapport à la force de gravitation qu'exerçait sur elles le centre de la galaxie. Donc ça voudrait dire qu'il y avait une force de gravitation plus élevée que celle qu'on observait, ce qui voudrait dire qu'il y a une matière additionnelle à la matière qui constitue la galaxie, et cette matière additionnelle qu'on n'arrive pas à voir serait la matière noire. Alors ça c'est pour la matière noire. Et la supersymétrie, alors c'est un concept que je maîtrise pas énormément, je le dis tout de suite, mais dans la théorie de la supersymétrie, chaque particule se voit attribuer ce qu'on appelle un superpartenaire, ayant des propriétés identiques en termes de masse et de charge, mais avec un spin différent. Alors, petit aparté sur le spin c'est une propriété quantique intrinsèque associée à chaque particule, caractéristique de la nature de la particule, au même titre que sa masse et sa charge électrique. C'est-à-dire qu'une particule, fondamentalement, elle a trois propriétés. Elle a une masse, une charge électrique, négative ou positive ou nulle, et un spin. Et le spin a d'importantes implications théoriques et pratiques, et il influence pratiquement tout le monde physique. Donc ça c'est pour le spin. Je vais revenir maintenant sur la supersymétrie. Donc j'ai dit que la supersymétrie, chaque particule se voit attribuer un superpartenaire ayant des propriétés identiques en termes de masse et de charge, mais avec un spin différent. Ainsi, le nombre de particules est doublé. Par exemple, le photon se retrouve accompagné d'un photino, le graviton, pour autant qu'il existe, d'un gravitino, le neutrino d'un S-neutrino, l'électron d'un S-électron, etc. Et la supersymétrie, il ne faut pas la confondre avec l'antimatière. La supersymétrie, c'est une symétrie supplémentaire à la symétrie particule-antiparticule de l'antimatière. Il y a donc, en plus de la particule et de son antiparticule, le partenaire supersymétrique de la particule et le partenaire supersymétrique de l'antiparticule. Ça me fait penser au papou, papa, apou, papata. Donc voilà pour la supersymétrie. D'accord. Ok, donc ça c'est ce qu'on cherche au niveau du détecteur Atlas. D'accord. Mais c'est pas le seul détecteur. Le suivant, là je sens que tu vas m'interrompre rapidement, s'appelle le CMS pour Compact Muon Solénoïde ou en français solénoïde compact à muon.
Je sens que ton intervention s'impose, Mathieu. Oui, alors un solénoïde, pour ce que j'ai compris, c'est un dispositif constitué d'un fil électrique enroulé régulièrement en hélice de façon à former une bobine. D'accord? Une bobine longue. D'accord. Ok, c'est une bobine, Ouais. quoi. Et ce qu'on sait, c'est qu'une bobine, quand il y a un courant électrique qui passe dans une bobine, ça produit un champ magnétique dans le voisinage de la bobine. Et, et dans ce cas, vu que c'est une bobine en hélice, plus particulièrement à l'intérieur de l'hélice, on trouve un champ magnétique quasiment uniforme. Donc l'avantage du solénoïde réside dans cette uniformité qui est parfois requise dans certaines expériences de physique. D'accord. Ok. Et puis donc, le but du CMS, je crois qu'on va l'appeler comme Et ça. peut-être juste une chose, tu as dit que c'était donc le CMS, c'était un compact muon solénoïde ou solénoïde compact à muon. Pour rappel, Exactement. le muon est une particule qui appartient à la famille des fermions et à la famille des leptons. En fait, les leptons, c'est une sous-famille des fermions, et dans les leptons, on trouve l'électron, le muon, le tauron et le neutrino. Ok. Je suis content de ne pas avoir été interrogé là-dessus, tu vois. J'avais pourtant ma petite feuille de triche à côté, mais T'inquiète pas, j'avais j'ai déjà sous oublié. les yeux, moi, ma feuille de triche. Donc, ouais, on va définitivement l'appeler le CMS, ce sera plus simple. Donc, le but de ce CMS, qui est également un détecteur généraliste, est de rechercher une nouvelle physique, quelle que soit sa nature. Voilà, on ne sait pas ce qu'on cherche, on verra bien. Et le détecteur à proprement parler, d'un poids de 12 500 tonnes, a été conçu et assemblé via une collaboration planétaire de quelques 2000 physiciens de 37 pays différents. Le CMS, pour la petite histoire, a été construit sur la terre ferme et a été descendu tout assemblé au niveau du souterrain grâce à un équipement hautement spécialisé comptant parmi les plus grandes grues du monde, entre autres. Et pour la petite anecdote, comme toujours, à cet endroit précis, le terrain était tellement humide que pour procéder à l'excavation, il a fallu congeler la terre avec de l'azote liquide pour pouvoir procéder à l'excavation. Ça, c'est aussi un des trucs qui C'est me... pharaonique, c'est des Ouais, travaux d'ingénierie aussi super performants, ça. ouais, ouais. Et puis quand ça devient impossible, bah, c'est pas grave, quoi. On congèle la terre avec un peu d'azote liquide et paf, On casse tout. on la sort à la petite cuillère. Ouais, ils ont vraiment reculé devant rien, les mecs. C'est limite de la science-fiction quand même ce projet, c'est fou. Enfin bref. Donc ça, on a vu les deux premiers détecteurs qui sont des détecteurs généralistes. Alors on a également le LHCb pour Large Hadron Collider Beauty Experiment. J'aime bien son nom à celui-là, c'est très C'est joli. poétique. Ouais. Alors lui, il traque les différences entre matière et antimatière. Et au niveau de ce détecteur, on trouve 650 physiciens de 45 universités et laboratoires de 13 pays qui essayent de découvrir pourquoi et comment, comme tu l'as dit tout à l'heure, l'antimatière a disparu pour céder sa place à la matière. Et pour mener l'enquête, les chercheurs cherchent la différence entre le beauty quark, en français le quark bottom, il ne faut pas me demander pourquoi, et son antiparticule. D'accord. Ensuite, on a Alice. Ça, c'est joli comme nom. Donc, Alice pour A Large Ion Collider Experiment. Donc, Donc, Alice, euh, oui, a Large Ion Collider Experiment, donc l'expérience, comment traduire en français ça? De de collision collision. de ions larges, on va dire. De ion large, Mais ouais, peut-être ouais. peut-être deux mots sur les ions aussi. Mhm, Euh, donc un ion, c'est ce qu'on appelle une espèce chimique électriquement chargée. Donc en d'autres termes, un ion, c'est un atome ou une molécule dont le nombre total d'électrons n'est pas égal au nombre total de protons, ce qui lui confère une d'accord. charge électrique négative ou positive. Et on distingue trois types de ions. On a le premier type, ce sont les cations, qui sont des ions chargés positivement. Donc c'est principalement des atomes qui ont perdu un ou plusieurs électrons. Mhm, On a les anions, qui sont des ions chargés négativement. Eux, c'est des atomes qui ont acquis en plus un ou plusieurs électrons. mhm. Et alors, j'ai vu qu'il y avait un troisième type de ions dont j'avais jamais entendu parler, qu'on appelle les zwitterions, Ouais, c'est qui rigolo, hein. sont des ions possédant en même temps des charges positives et négatives. Alors là, je suis un peu pantois, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, c'est l'occasion de poser la question à un des physiciens quand on fera la visite. Ouais, voilà, donc, Alors, ça, c'est noté. Donc, les ouais, zwitterions, ouais, qu'on trouve entre autres dans les acides aminés, je crois, hein. alors je ne sais pas. T'en as déjà entendu Ouais. parler, toi?
Décidé, bah, juste en préparant le dossier, Ah, mais c'était la d'accord. première fois de ma vie aussi que j'en entendais Et parler. en fait, je pense que dans cette expérience du Large Ion Collider Experiment, on va plutôt tester des ions qu'on appelle lourds. Et un ion Ouais. lourd, c'est un atome ionisé qui est en général plus lourd qu'un atome d'hélium. Donc un atome d'hélium, c'est un atome de deux protons. Quand on parle d'un atome lourd, c'est un atome qui a beaucoup de protons. C'est les Mhm. protons qui donnent le poids aux atomes. Et les noyaux d'ions lourds utilisés dans les expériences de physique nucléaire sont en général des noyaux de carbone, de silicone, de cuivre, de tungstène, d'or, de plomb et d'uranium. D'accord, en l'occurrence de plomb, hein, je crois, dans cette expérience-là. Alors je ne suis pas sûr. Oui, de plomb, oui, effectivement. Donc c'est même précisément pour ça que Alice a été conçue. Ouais, j'aime bien en parler au féminin avec un tel prénom, ça s'impose. Donc justement pour étudier les collisions entre des ions lourds, donc en l'occurrence des noyaux d'atomes de plomb, à la recherche cette fois-ci de l'état de la matière qui existait dans la première fraction de seconde après le Big Bang, alors que l'univers était encore une espèce de soupe très dense et très chaude qu'on appelait le plasma quark-gluon, qui a fini par refroidir pour former la matière ordinaire. Tu vas sans doute nous dire un mot sur le plasma Ah, quark-gluon. oui, alors bon, oui, le plasma quark-gluon, je vais pas m'aventurer. Mais le D'accord, plasma, on s'en tient au ouais, plasma le déjà. plasma, généralement, on appelle état plasma. L'état plasma, en fait, c'est tout comme l'état solide, l'état liquide ou l'état gazeux, c'est un état de la matière. Et il n'est visible sur Terre à l'état naturel qu'à de très hautes températures, quand l'énergie est telle qu'elle réussit à arracher des électrons aux atomes. On observe alors une sorte de soupe d'électrons extrêmement actifs dans laquelle baignent des noyaux d'atomes. Et le terme plasma, appelé aussi quatrième état de la matière, donc qui s'ajoute à l'état solide, liquide et gazeux, a été utilisé en physique pour la première fois par le physicien américain Irving Langmuir en 1928. Et ce terme vient de l'analogie avec le plasma sanguin auquel ce phénomène s'apparentait visuellement. Mhm. Et le plasma, on en avait parlé avec le physicien Ricci, je ne me rappelle plus de son prénom, Paolo Ricci. Paolo Ricci, ouais, c'était podcast science numéro Voilà. 14, si j'ai bonne mémoire. Le plasma a un rôle très important dans la fusion nucléaire qui pourrait être la source d'énergie du futur. Mhm. Donc, au niveau du détecteur Alice, là, ce sont 1000 physiciens qui participent aux expériences, issus de 90 universités et laboratoires de 28 pays. Donc ça, c'est pour les 4 détecteurs principaux, mais il y en a encore 2. Euh, Ils sont plus petits, c'est le LHCF et le Totem, qui travaillent respectivement sur les rayons cosmiques et la diffraction, mais leurs ambitions sont franchement modestes comparées aux 4 autres. Alors voilà, j'ai beaucoup insisté sur le nombre de physiciens, d'universités concernées et de pays impliqués. C'était avec une petite pensée pour notre ami Louis de Breuil. J'ose pas imaginer à quel point il serait heureux s'il pouvait voir aujourd'hui que ce que son rêve est devenu. C'était une vision complètement improbable au sortir d'une abominable guerre qui a impliqué tous les États d'Europe. Et ce projet d'ouverture, de collaboration, alors que tout le monde se regardait en chien de faïence, aussi impossible qu'il ait pu sembler, ce projet est vraiment bel et bien une réalité aujourd'hui. Ouais, il a réussi à rassembler de nombreux pays autour de Ouais, lui. Ouais. ouais, ouais. Et puis c'était sans doute un génie à tout plein d'égards, mais enfin, à celui-là tout particulièrement, je trouve. Voilà, voilà. Alors un peu moins poétique, le financement du CERN, là, honnêtement, j'ai eu du mal en préparant le dossier. Je trouve que c'est pas super transparent, quoi. J'ai pas trouvé beaucoup d'infos. Je suis même pas arrivé au bout de mes ambitions. Ce qu'on sait, c'est que ce sont les États participants qui financent le CERN. Mais évidemment, ma question était combien? Alors, j'ai trouvé une source, donc tout est en lien évidemment comme toujours hein, dans le dossier en ligne sur le site podcastscience.fm. Donc, une source indique que la cotisation de la France s'élève à quelques 100 millions d'euros par année. Une autre, que la France contribue à hauteur de 15,9% du financement et la Suisse à 3,2%. Donc 3,2%. J'ai fait ma petite règle de 3. Si les deux sources sont correctes, le budget annuel du CERN s'élèverait à quelques 629 millions d'euros.
dont un peu plus de 20 millions supportés par la Suisse. Je ne sais pas si ça inclut la nouvelle ligne de tram qu'on aura la chance de prendre, qui va justement du centre-ville au CERN, mais il me semble que c'est bien peu quand même, en regard du prestige qui rejaillit sur la Suisse. Mais enfin bon, ça c'est une autre histoire. J'ai pu dénicher encore que le Royaume-Uni contribue à hauteur de 34 millions de livres sterling par année pour l'utilisation du LHC, plus 70 millions de redevances au CERN, soit quelques 104 millions de livres sterling en tout et pour tout, ou 117 millions d'euros au cours du jour. Donc ça se tient à peu près entre la France et la Grande-Bretagne. Qui sont visiblement les deux plus gros contributeurs. Alors justement, je ne sais pas, j'ai pas pu trouver la contribution de l'Allemagne ou de l'Italie, par exemple, mais effectivement, rien qu'entre la France et la Grande-Bretagne, si le reste des chiffres sont justes, on a déjà plus de 30% du financement du CERN, donc ça doit être les plus gros contributeurs. Et bon, une question qu'on peut se poser, c'est au fond, tout ça c'est bien joli, mais la physique des particules, ça sert à quoi? D'abord à répondre à une question au moins aussi vieille que l'humanité, qui est une question qui harcèle en permanence pas mal d'entre nous. C'est d'où venons-nous? Comment l'univers a-t-il commencé? Mais à des questions plus récentes aussi, comme l'origine de la masse, comme tu le disais. Et si on comprenait la masse et qu'on sache la contrôler, par exemple, ça pourrait être la porte ouverte à des applications complètement hallucinantes. On peut commencer à rêver de téléportation si on savait débarrasser temporairement les objets de leur masse. Mais bon, plus concrètement, le CERN ne nous a pas donné que le web. Les technologies issues des recherches ont permis des avancées spectaculaires dans de nombreux domaines, notamment l'imagerie médicale. Donc les scanners de type PET scan, c'est le petit nom de la tomographie à émission de positrons dont on parle souvent dans Podcast Science, parce que non seulement ils permettent de mesurer en 3 dimensions l'activité métabolique d'un organe grâce aux émissions produites par les positons ou positrons, issus de la désintégration d'un produit radioactif injecté au préalable. Donc positron, anti-électron, c'est l'antiparticule de l'électron. Ouais, donc c'est la version antimatière de l'électron. Donc l'électron est chargé négativement, donc le positron est chargé positivement. Voilà. J'aurais un bon point. Mais donc, cette technologie, c'est encore elle, qui, utilisée en neurosciences, permet de voir en live quelle zone cérébrale s'active en fonction de quel stimuli. Et le développement de cette technologie doit pratiquement tout au CERN. Donc on est quand même dans des choses extrêmement concrètes. On n'est pas que dans des questions extrêmement fondamentales. On a la radiothérapie aussi, par exemple, donc, qui est utilisée dans le traitement des cancers. On a une nouvelle forme de radiothérapie qui s'appelle l'hadron-thérapie, justement, qui est une méthode innovante qui est destinée à détruire les cellules cancéreuses radiorésistantes et inopérables en les irradiant avec un faisceau de particules. Et la radiothérapie conventionnelle utilise essentiellement des rayons X, mais l'hadron-thérapie, d'autres types de particules, les hadrons, donc notamment des protons, c'est la protonthérapie, et des ions carbone. Et il est possible d'utiliser des neutrons, on parle alors de neutron-thérapie, et les principaux avantages par rapport à la radiothérapie classique sont d'une part une balistique entre guillemets plus précise, c'est-à-dire que les cellules touchées meurent 3 à 10 fois plus vite qu'avec la radiothérapie classique. Et grâce à l'imagerie en temps réel, le clinicien peut visualiser la zone traitée et utiliser le faisceau d'hadrons pour cibler précisément la zone à traiter. Et puis l'autre effet, c'est un effet biologique supérieur à celui des photons. Donc les dégâts causés par un rayonnement hadronique sur les cellules tumorales sont globalement supérieurs d'un facteur de 5 à 20 à ceux causés par des photons en radiothérapie. Donc par exemple, il devient possible de traiter une tumeur au cerveau en 90 secondes sans anesthésie et sans douleur. Alors bon, c'est pas super répandu encore l'hadron-thérapie, mais il y a quelques centres à travers le monde qui se sont ouverts ces dernières années avec des résultats plutôt positifs. Voilà aussi, il y a des liens dans le dossier. Il fallait quand même qu'on abrège à un moment donné. On n'allait pas faire le détail de tout, mais enfin, en suivant les liens, on peut trouver l'adresse des cliniques qui pratiquent l'hadron-thérapie. En informatique aussi, le CERN nous a donné ce qu'on appelle le grid. On n'en entend pas beaucoup parler, mais à mon avis, ça va venir. Donc après avoir inventé le web qui a franchement révolutionné l'Internet, l'informatique et les usages en créant cet outil sans précédent dans l'histoire humaine qui permet de tout savoir de tout à chaque instant, le CERN pourrait bien tout révolutionner une fois encore. Même équipé des ordinateurs les plus puissants au monde,
aucun centre de calcul sur la planète n'est capable de traiter les montagnes d'informations produites par les expériences du LHC. J'aime bien l'image donnée par un article de Suisse Info, pour lequel il y a évidemment le lien dans le dossier à cet égard, qui nous dit: lorsqu'il tournera à plein régime, le LHC, plus gros accélérateur de particules au monde, générera chaque année 15 pétaoctets, c'est-à-dire 15 millions de gigaoctets de données. Et si cette information était gravée sur des CD, on arriverait, en les posant les uns sur les autres, sans les boîtes, à une pile de près de 21 km de haut. Donc, Ouais, le juste pour grid, peut-être avoir un ordre de grandeur, dans un ordinateur, un PC qu'on a à la maison, on a un disque dur en gros entre 300 et 500 gigaoctets pour les plus gros disques durs. Et là, on parle de 15 millions de gigaoctets. exactement. Donc, ouais. Exactement, ça fait une alignée de disques durs. Donc c'est vite vu, c'est pas gérable par un ordinateur ou même par un gros centre de calcul. Donc c'est pour ça que le grid réinvente une nouvelle fois l'informatique. Il s'agit en fait d'une puissance de calcul absolument phénoménale, disponible juste au moment où on en a besoin, qui est composée de 100 000 serveurs sur 170 sites de 19 universités. Et en fait, pour simplifier le concept, le grid, c'est une espèce de super ordinateur virtuel, absolument indispensable pour décoder et interpréter les données du LHC, mais qui est constitué en fait d'autres ordinateurs un peu partout sur la planète. Donc il se sert de l'Internet, mais il n'est pas l'Internet. On va pas pouvoir s'en servir pour télécharger des MP3, quoi. C'est pas l'idée. Donc, en Euh, fait, ce grid, l'idée, c'est de connecter en réseau des milliers d'ordinateurs Exactement. qui font tous des petits calculs de leur côté. Et vu de l'extérieur, tous ces petits ordinateurs mis en réseau font un gros ordinateur. C'est exactement D'accord. ça. Un gros ordinateur qui a coûté la bagatelle de 500 millions d'euros. Mais bon, le modèle est tellement convaincant qu'il a déjà fait des petits dans la communauté scientifique, comme par exemple le European Grid Infrastructure. Donc là aussi, lien dans le dossier, possibilité d'en savoir plus. À mon avis, c'est de nouveau un tout gros truc là. On n'en parle pas encore beaucoup, mais ça viendra. Et demain, peut-on se demander, en arrivant à la fin de ce dossier, quand même, tout a une fin. Bah là, j'ai trouvé un article du journal britannique The Independent qui indique que le LHC, en fait, c'est totalement last year. Les physiciens auraient maintenant besoin d'un nouveau tunnel de 31 km, mais en ligne droite, celui-ci, et qui coûterait quelques 6,7 milliards de dollars US. Les collisionneurs en ligne droite permettraient un meilleur contrôle de la trajectoire des particules et donc une meilleure maîtrise des collisions. Tout un programme, quoi. Bon, en ce qui nous concerne, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, euh, parce qu'il faut quand même qu'on garde quelques questions pour notre guide lors de notre balade au CERN le 9 juillet prochain. Mais en tout cas, pour Et ceux qui vont puis, pas pouvoir venir, j'espère qu'on leur a donné en tout cas une idée un peu générale de ce qu'elle cerne et de ce qu'on y fait. ouais, bah si jamais s'ils ont des questions, qu'ils nous les posent hein, par les moyens habituels, c'est-à-dire ouais, l'email podcastscience@gmail.com, le site web podcastscience.fm avec son formulaire de contact. Autrement, Twitter, on s'appelle juste Podcast Science sur Twitter, Podcast Science sur Facebook. Enfin voilà, il y a absolument tous les moyens de nous contacter. Si jamais vous avez des questions que vous souhaitez qu'on pose lors de la visite au CERN, ben allez-y, lâchez-vous. Je pense qu'il sera fatigué, notre guide, à la fin de la Il visite. sait pas ce qu'il attend là. Exactement. Mais bon, c'est pas tous les jours qu'on en a l'occasion. Et puis, bah, on fera un petit follow-up dans Podcast Science pour transmettre les réponses qu'on aura pu collecter. Alors voilà. Bon, on va peut-être parler, parce que c'est un peu la der qui sonne, de l'organisation justement de cette visite au CERN le 9 juillet, du déroulement de la visite, ce qu'on va y faire, comment on va faire pour s'y retrouver, etc. Donc la visite aura lieu le samedi 9 juillet de 14 heures à 17 heures, ça dure 3 heures sur place. Ce sera, enfin le programme est le suivant, il y aura d'abord une conférence d'introduction d'une trentaine de minutes, suivie d'un film d'une quinzaine de minutes, donc ça nous fait les 45 premières minutes. Et puis ensuite, on va visiter un des lieux d'expérience en surface, donc ce sera vraisemblablement l'un des 4 détecteurs, on ne sait pas encore lequel. Donc on ne va pas pouvoir descendre dans le LHC à proprement parler parce qu'il est en fonction.
Voilà, on a rien à y faire. D'ailleurs, il fait un peu froid. À mon avis, c'est pas une bonne idée de descendre. Mais je pense qu'on va déjà pouvoir voir des choses absolument extraordinaires en visitant un des lieux d'expérience en surface. Pour les infos pratiques, alors carte d'identité ou passeport obligatoire pendant la visite. Parce que fatalement, on va passer la frontière sans même s'en rendre compte, mais les papiers sont obligatoires. Et puis au niveau pratique, les talons aiguilles ne sont pas du tout recommandés. Suivant quel site on va visiter, ça peut être problématique. Bon, je ne vois pas très bien qui d'entre nous se baladerait en talons aiguilles, mais enfin voilà, comme ça c'est dit. Maintenant sur les points de rencontre à proprement parler. Alors là, ça va être un petit peu chaud parce que certains d'entre nous vont manger ensemble à la cantine à midi au CERN, d'autres vont venir directement un peu avant 14 heures pour la visite. Certains seront en transport en commun, d'autres en transport public. Alors on aura différents points de rencontre à différentes heures. D'abord, pour les gens qui mangent à midi au CERN et qui viennent en transport public, je vous donne rendez-vous à la gare de Genève, qui s'appelle Gare Cornavin, dans la halle principale devant la boulangerie qui s'appelle Upper Crust. U de PER, Crust comme comme une croûte, CRUST, à 11 heures pétantes. Alors si jamais, n'ayez crainte, tout ce que je suis en train de raconter maintenant va être publié sur le site. On va faire une note spéciale pour ça. Par contre, je donne mon téléphone en cas de souci, mais lui, je vais pas le mettre sur le site. Alors notez bien, c'est le 079 467 73 53. Si jamais vous deviez louper le rendez-vous, je le redis, en format international et à la française, ça peut aider suivant d'où vous venez. Donc c'est le plus 41 pour la Suisse, 79 467 7353. Attention pour les transports en public de Genève, ils ne sont pas gratuits, donc il faut prévoir 3 francs suisses pour l'aller, pour le tram, et 3 francs suisses pour le retour, ou 2,30 €. Je crois que le cours du change des automates des TPG est vachement avantageux en fait. Vous avez tout intérêt à payer en euros. Ah bon? Ça en vaut la peine. Ouais, ouais, ils ont un système un peu nul. Ils peuvent pas le mettre à jour en temps réel. Et puis le franc suisse est tellement monté en ce moment. Mais Euh, alors, je sais pas s'ils les ont changés, mais il y a encore pas si longtemps que ça, il y a 2-3 ans, ils rendaient même pas la monnaie, les distributeurs de billets. Des... Écoute, à ma connaissance, c'est toujours pas le cas. Alors maintenant, ils ont mis en place une espèce de système un peu merdique où tu as le droit d'aller réclamer la différence. Donc, ils te rendent pas la monnaie, mais ils te rendent un ticket qui t'indique que les TPG te doivent 20 centimes. Et pour récupérer ces 20 centimes, tu dois aller faire la queue entre 9 C'est heures et 11 heures et entre 14 heures et 16 c'est un heures. peu paradoxal, il y a l'accélérateur de particules le plus moderne du monde à une demi-heure, et d'un autre côté, il y a des distributeurs de billets qui rendent pas la monnaie, quoi. Je trouve ça hallucinant. C'est complètement hallucinant, effectivement. Je pense que si la circulation en ville de Genève et les transports publics avaient été ce qu'ils étaient à l'époque où on a décidé de l'implantation du lieu du CERN, on aurait probablement choisi de le construire ailleurs. Donc voilà, soyez préparés. Si c'est un jour de canicule, vous saurez que même dans un tram, c'est une ligne de tram flambant neuve, il n'y a pas la clim, on va crever de chaud. Et Mais bon, essayez d'avoir la monnaie ça fait sur partie vous. du fun. Et il vaut mieux avoir la monnaie, et en francs suisses, monnaie exotique, s'il en est en plein milieu de l'Europe. Mais voilà. Alors par contre, pour ceux d'entre vous qui dormiront à l'hôtel, pensez bien à embarquer ce qui s'appelle la Geneva Transport Card, qui est fournie par l'hôtel et qui vaut comme carte journalière pour l'ensemble du réseau des transports en commun de l'agglomération genevoise. Voilà. Donc ça, c'est pour les gens qui mangent à midi au CERN et qui viennent avec les transports en commun. Maintenant, ceux qui viennent manger à midi au CERN mais qui viennent en voiture, alors rendez-vous directement à la réception du CERN. C'est ce qui s'appelle le bâtiment 33. Donc vous trouverez un lien sur le site pour voir où ça se trouve. Rendez-vous à 11h50 précise. On est en Suisse quand même, on aime bien la ponctualité. On nous a dit midi, il faut qu'on y soit Bah, un peu peut-être avant. que moi, j'irai directement au CERN, justement pour ceux qui viennent en voiture et qui passent pas par la gare ou par les transports publics. Comme ça, je serai là. Si toi, tu as un peu de retard pour une raison ou une autre, moi, j'accueillerai les gens directement au CERN à Excellent, 11h50. excellent, c'est parfait. D'accord. Et puis, donc, l'adresse pour le GPS, c'est la route de Mérin 385 à 1217 Mérin. Donc, c'est pas sur la commune de Genève à proprement parler, c'est dans le village d'à côté qui s'appelle Mérin.
Donc, une fois encore, pas de souci, tout ça est sur le site. Et puis, alors dans tous les cas, pour ceux qui mangent sur place à midi, prévoir entre 10 et 15 francs suisses pour le repas. Le mail de confirmation nous disait 10 francs, mais les FAQ du site web disent 15, alors soyez prudents. Bon, ça doit être des prix de cantine, je pense, avec différents trucs à choix. J'imagine que le menu à 10 francs, ça va être le plus simple de chez Simple. Il paraît que les euros sont acceptés, mais je ne sais pas à quel taux de change. Mais par contre, que la monnaie est rendue en francs suisses, ce qui peut être utile pour le tram du retour. Voilà, voilà. Oui, alors petite précision, peut-être certains se posent la question, la visite à proprement parler du CERN, quant à elle, elle est gratuite. Alors, on est en Suisse, tout ce qui est autour se paye évidemment, mais la visite elle-même est gratuite. Et pour les personnes qui ne participent pas au repas de midi, bah, rendez-vous directement sur place, donc à la même adresse, bâtiment 33 du CERN. Alors, arrivez un petit peu en avance, hein, à 14 heures ça démarre, donc ce serait bien qu'on se retrouve tous à 13h50. Bah, là aussi, l'un d'entre nous sortira de table pour vous accueillir à la réception, pas de souci. Et pour ceux qui viendraient en transport en commun sans participer au repas de midi, à moins que ça pose problème, et puis auquel cas on se débrouillera pour envoyer quelqu'un à la gare de Genève. Autrement, bah, il s'agit de prendre le tram 18 depuis la gare de Genève. Plus précisément, l'arrêt qui s'appelle 22 Cantons, qui se trouve au carrefour de la rue de la Servette. Donc c'est un petit peu à l'ouest de la gare de Genève, mais c'est 100 mètres à pied. Le tout, c'est de partir dans la bonne direction. Donc c'est à droite en sortant de la gare, en fait. Il faut compter 25 bonnes minutes pour le trajet. Voilà. Ensuite, pour les afters. Alors, s'il fait beau, on propose d'aller à la buvette des bains des Paquis. Donc, c'est un haut lieu de la culture alternative genevoise. Et bah, accessoirement, ce sont les bains de Genève. Donc, on peut s'y baigner dans le lac, hein, pas dans une piscine. Alors, prenez vos affaires de bain si vous souhaitez vous baigner. Comptez 2 francs suisses pour l'entrée. Et puis, bah, s'il pleut, on ira ailleurs. On sait pas exactement où encore, mais ce sera toujours dans le coin. De toute façon, pas très loin de la gare et du bord du lac. Donc, pour ceux qui doivent s'organiser en fonction pour trouver un logement, pas de souci. Et puis, si jamais on va au bain des Paquis, ça ferme à 9 heures. On va sûrement se faire des after. Mais voilà, on pourra improviser quand même. Donc voilà, on va essayer de vous confirmer tout ça en fonction de votre cas de figure individuellement par email ou Facebook ou Twitter. Si jamais pour une raison ou une autre vous voyez rien venir ou vous n'avez pas de nouvelles, ben, n'hésitez pas à tirer la sonnette d'alarme. Et puis si vous avez des questions dans l'intervalle, n'hésitez pas, vous savez où nous trouver. Voilà, voilà. Parfait, Je crois qu'on a tout dit, un hein. programme, non, dis donc. Ouais. Donc on mettra, comme tu l'as dit, on mettra tout ça sur une petite note indépendante sur le site avec toutes ces informations que tu as dit. Donc pas de souci, vous retrouverez tout ça sur le site. Exactement. Et puis bah, pour finir cet épisode en beauté, il nous manque que le moment que tout le monde attend. Le moment inénarrable, tant attendu, celui qui suit les roulements de tambour, le moment de ta quote. Ah, mais aujourd'hui, c'est pas une quote. Oh, tu casses mon effet. C'est une petite histoire qui va nous faire rêver. D'accord. Et c'est une petite histoire qu'a dit Vera Rubin. Donc Vera Rubin, c'est justement l'astrophysicienne qui a mis en évidence la matière noire, ou plutôt que les étoiles tournaient un petit peu trop vite sur les bords des galaxies. Et alors j'ai tiré, elle a dit, vous verrez une petite histoire jolie, et j'ai tiré ça d'un blog en espagnol, donc j'ai pas la source originale en anglais, donc j'ai traduit direct de l'espagnol. Ah, tu me demandes pas de traduire. Non. C'est sympa, je te remercie. Alors j'ai intitulé ça Il n'y a pas de raison d'imaginer que ça va s'arrêter. Ok. Et elle nous a dit, Vera Rubin, que dans la première décennie du XXe siècle, on a découvert que l'univers était en expansion. Dans les années 20, que notre Soleil n'était pas le centre de la Voie lactée. Dans les années 30, qu'il existait des galaxies en dehors de la nôtre. Dans la décennie des années 40 et 50, on a appris à interpréter les ondes qui nous venaient de l'espace. Dans les années 60, on a découvert le rayonnement du fond diffus cosmologique. Dans les années 70-70, la matière noire. Dans les années 80, on a vu qu'au centre de chaque galaxie était présent un trou noir. Dans les années 90, donc 90, est apparue l'énergie noire et l'expansion accélérée de l'univers. Et cette première décennie du XXIe siècle voit apparaître l'explosion des exoplanètes. Ça a été un grand siècle,
et il n'y a pas de raison d'imaginer que ça va s'arrêter. Waouh. J'avais jamais vu ça comme ça, mais c'est vrai, c'est incroyable. Ouais. C'est fou, quoi. Donc, tous les 10 ans, grosso modo, on remet en question Ouais, il y a tout le eu paradigme, tout ce qu'on prenait tout plein de pour acquis. découvertes, ouais, tout plein de nouveaux paradigmes tous les 10 ans. Et justement, le CERN là, qui vient d'être lancé, ça fait quoi, une année ou deux qu'il a été lancé, le LHC, je veux dire aussi. LHC, ça fait un peu plus Ça maintenant. Ça fait devait être 2008, je crois. 2008, ouais, donc dans les 10 ans. La première fois, puis il était interrompu, effectivement. Donc c'est sûr que dans les 10 ans à venir, ils vont nous trouver quelque chose pour continuer l'histoire. Ouais, ouais, c'est une espèce de loi de Moore, comme ça, de la cosmologie. Mhm. J'aime C'est bien. très joli, ouais. Ouais, alors très joli. Ça me plaît beaucoup. Parfait, on arrive au bout là, non? Ok, bah oui, ouais, on arrive au bout. Donc la semaine prochaine, on retrouve Antoine qui va venir nous parler des mathématiques, enfin de l'importance des mathématiques dans l'informatique. Et puis après, bah, c'est directement le week-end, quoi, où on va se retrouver, enfin certains d'entre nous, pour notre petite sortie au CERN. Excellent, bah, je me réjouis de retrouver Antoine aussi, ça fait un moment qu'on l'a pas entendu. Effectivement, ouais. Ben voilà, un grand plaisir, comme dirait notre ami Ben de Niptech, gros plaisir et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Allez, Salut ciao. Mathieu, au revoir tout le monde.